Bon, ben, Pag, on te laisse continuer. Allons-y. Charles Lauzon. Pour vous, quand la reconstruction du Canadien sera-t-elle à son apogée? Bon, apogée, est-ce qu'on parle de gagner la coupe ou se rendre en finale ou... L'équipe a son apogée, dans le fond. Ouais. Ça ne veut pas nécessairement dire gagner la coupe, mais tu as une équipe qui est vraiment proche de la coupe à tout le moins. Moi, je te dirais au moins 2 ans. Au moins. 2027? 2027, Suzuki va avoir quoi? 28? 28, oui. Caulfield, 27. Slavkovski va avoir 24. 23, 24, oui. 23, Demidov va avoir 3 années d'expérience dans la Ligue. Age mais toi, va tu vois 2027-2028. Parce que 2026-2027, c'est l'an prochain. Ouais, 2 ans. OK. Ben, Moi, peut-être pas son apogée, mais que là, elle va être aspirant. OK. Moi, apogée, je vois la saison... 2028-2029? Ouais, peut-être même 2029-2030. OK. Parce que Zarovski, Fowler puis Reinbacker. Fowler. va OK. arriver. Alors, soit 2028-2029, soit 2029-2030, c'est parce que Suzuki va être encore pas vieux. Apogée Caulfield. 28-29 pour moi. OK, c'est bon. On est pas mal, on est pas mal dans le... Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont pas gagner quelques tours éliminatoires dans 2 ans. Là. Non, puis ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner la Coupe en 2029, Non. mais on parle quand même d'une équipe qu'ils vont arriver en série, puis il y a des gens qui vont les inclure On s'entend. dans le mix des prétendants. On s'entend. C'est ça. Le mix de quittera jamais le Canadien, peu importe Jamais. où. Jamais. Mais là, ça va être un mix de prétendants et non un mix de série. Voilà. Mathieu Bernier. Qui est-ce que le Snake, Mathias et Pag seraient prêts à sacrifier pour aller chercher Connor Geekie dans un scénario où Julien Brisebois voudrait obtenir de la profondeur pour le présent et s'il veut renflouer sa banque de choix ou d'espoir? Je pense pas que... Écoute, après avoir fait... Puis on en a pas... C'est drôle, on en a parlé au téléphone hier. Ouais. Tu sais, après avoir donné Sergachev, je sais qu'on voulait libérer de la masse. J.J. Moser, ça va. Mais là, d'aller changer... Je sais que Julien Brisebois n'est pas un gars qui va faire passer son ego, son orgueil par-dessus tout ça. Mais c'est parce que la question est de savoir, eux autres, quand est-ce qu'ils considèrent que Geekie, il va avoir de la place pour lui, pour le faire jouer régulièrement, s'il le mérite, évidemment. Et en même temps, tu sais, il y a quelque chose, c'est bien beau de le retourner dans la Ligue américaine pour parfaire des choses. Mais à un moment donné, il ne faut pas qu'il moisisse trop là-bas. Fait qu'il y a comme un timing. Quand est-ce qu'on le rappelle pour le faire jouer? Je vois pas qui peut intéresser Julien Brisebois. Il faut que ce soit un gars Mais tu donnerais quoi? Mettons là, juste pour le fun. Là. Autrement dit, il vaut quoi pour toi, Geekie, si t'es directeur gérant du Canadien? Peu importe que Brisebois veuille ou non. Je donnerais un choix de première, puis... Un choix de première. Ouais. Tu le protèges-tu, le choix de première? Oui. Tu le protèges quoi? Top 12. OK, t'es proche de moi. Moi, c'est protéger top 10 parce que Geekie, il a été choisi 11e. Ouais. Alors, pour moi, il vaut, C'est la même il vaut affaire, ça. ouais. Top 10, pour moi, top 12. Toi, Pac, qu'est-ce que tu donnerais? Je regarderais du côté des défenseurs. Ouais. Je penserais à Adam Engstrom que je commencerais mon offre autour de plus. Là, Non, mais c'est probablement le plus que nous intéresse. Oui, là. oui. Faut que tu Oui. y ailles dans le plus. Là. Ouais. Deuxième tour. Un choix de deuxième tour. Extra mes deux, tu l'as Ouais. pas. Non? Je pense pas. Non. Je pense que tu l'as pas on ne l'aurait pas anyway, mais choix top 10 protégé, top 12 protégé, ça, tu te rapproches plus de la valeur marchande de Geekie, selon moi. OK. René Gagnon. Je me questionnais sur Kent Johnson. Après une fin de saison fort prometteuse l'année dernière, il semble perdu comme un jeu de cartes depuis le début de la saison. Est-ce un feu de paille ou vous croyez qu'avec un changement d'air, il pourrait devenir le choix 5e au total tant attendu? Écoute, Simon, où l'avais-tu sur ta liste en 2021? Montagne russe. Ouais. Ken Johnson, pour répondre à la question, je l'avais 5e. Pas un gros repêchage 2022 en passant. Ken Johnson, c'est drôle, des fois, on fait des prédictions sur des joueurs, puis le joueur, il devient bon ou pas bon, selon notre prédiction. On a raison, mais ça ne se passe pas exactement comme on le pensait. Tu sais, des fois, tu peux dire, je ne sais pas moi, lui, ça va être un grand marqueur. Il n'est pas grand marqueur, mais il devient, je ne sais pas moi, un grand passeur. Ouais. Alors, tu as raison, mais tu n'as pas raison. Dans le cas de Johnson, à date, il est arrivé exactement ce que je croyais qu'il arriverait. Ken Johnson, c'est un joueur de finesse, frileux. Et probablement que dans un meilleur repêchage, je l'aurais mis plus bas. Mais à un moment donné, il fallait que je reconnaisse le fait que le gars avait des mains en or.
Mais moi, je me suis dit, Ken Johnson, ça va être un gars, une bonne saison, une mauvaise saison, une bonne saison, une bonne séquence, une mauvaise séquence. Et il arrive exactement ça. Là, ils essaient à peu près tout à Columbus. Ils le font jouer à peu près à tout le monde. Il a été dans les estrades, il a été sur le banc. Et je pense que le problème de Johnson, c'est qu'il n'y avait pas une grosse force physique quand il est arrivé dans la Ligue. C'était plus un joueur de finesse uniquement. Et tu dis, peut-être qu'il va apprendre à devenir plus fort et à gagner ses batailles pour la rondelle. Il ne gagne pas ses batailles pour la rondelle. Puis tu disais tout à l'heure dans le podcast régulier, Mathias, il faut qu'un joueur soit capable. Faut pas qu'un joueur soit faible physiquement. Il faut qu'il soit capable de gagner ses batailles. À mon tour, Oui. est-ce que tu prendrais un pari avec lui, puis qu'est-ce que tu serais prêt à donner pour aller chercher? Ken Johnson? Ouais, ça peut être n'importe quoi, là. Oh mon Dieu. Tu parles pour le Canadien? Ouais, Ça ne cadre pas bien. Il ne cadre pas bien. rien. Non. Autant comme Geeky, je considère qu'il cadrerait bien, un joueur de centre de T'intéresse pas 6 pieds du 4. Regarde, il m'intéresserait peut-être pour un autre genre d'équipe. OK. Tu sais, mettons, une grosse équipe qui a moins de talent. Les Blues. Moi, Comme les Flyers ont fait les avec Flyers, Zegras. Ouais. oui, comme ils ont fait avec Zegras. Très Ouais. bonne comparaison. Parfait. Comme les Flyers ont fait avec Zegras, mais pour le Canadien, je trouve que ça marche pas. En passant, mon top 5 sur 2021, j'avais Luke Hughes premier, Matthew Beniers deuxième, Dylan Gunter troisième, Mason McTavish quatrième et Ken Johnson cinquième. OK. Et William McLoone sixième. J'avais Owen Power septième en passant. Puis j'ai Tu t'es mes, pas mes trompé. doutes. Ouais. Mais c'est un repêchage à date qui est extrêmement faible. Pourquoi? L'année COVID. Ouais. L'année Ah, COVID, voilà. la Ligue de l'Ontario n'a pas joué. Les autres Ouais. ligues ont joué des calendriers vraiment assurés devant pas de spectateurs. Fait que c'est Mais ça. Oliver Kapanen jouait. Eh bien oui. Fin de deuxième Oui, tour du parce que Canadien. là-bas, ils ont joué. Ouais. On n'en sort pas! Et voilà! On n'en sort pas d'Oliver Kapanen! Wow. Martin Desgagnés. L'an passé, Simon affirmait que les Highlanders étaient l'équipe la moins pertinente de la Ligue. Mais soudainement, grâce à la formule du boulier, ils gagnent la loterie et deviennent, selon lui, une équipe chouchou à regarder. Simon, cela ne te fait pas réfléchir sur la pertinence de ces loteries. Une équipe qui a toujours travaillé pour rester une équipe compétitive pour les séries se voit récompensée plutôt qu'une équipe qui a pris la décision facile de reconstruire. C'est bien, non? Oui, ça, c'est Une autre question Ouais. qui t'honore, Ouais. fait que tu as choisi, Regarde. même si ça te peinture dans le coin. Non, Bravo. ça ne me peinture pas dans le coin du tout. OK. La loterie, pour moi, c'est de la M, 3 petits points. Tu finis dernier, comme dans la NFL, tu vas te chercher le premier choix. Toujours travailler pour rester compétitif. En quoi gérer ton équipe pour rester au milieu de peloton mérite une récompense? Franchement, là. Tu me poses la question? Oui, ou quoi? non, mais la Moriello montre mais une ça, équipe. ça va quand même contre. Puis le la principe du décision sport, facile pareil. de reconstruire, elle n'est pas facile, la Ouais. décision de reconstruire. Tu vides les estrades. Ouais. Le propriétaire des Sharks, Asso Platner, l'a mentionné quand il a rencontré les journalistes. C'est très difficile, cette décision-là, parce que tu sais que tu risques un désintérêt pendant quelques années. Tu risques qu'il y ait des nouvelles générations de fans qui ne s'intéressent pas pendant plusieurs années. Ce n'est pas une décision facile de reconstruire. Ce qui est facile, c'est de déconstruire, dans le sens, c'est pas la décision qui est facile. C'est le fait que la démolition de l'équipe, ça, c'est facile. T'appelles, tu dis, tel gars est disponible, faites-moi vos offres, je vais prendre à peu près n'importe quoi. Puis je vais prendre des choix. Mais non, je pense pas que les Highlanders ont mérité quoi que ce soit. C'était une équipe plate à regarder. C'était, moi, écoute, j'étais allergique aux Highlanders. Mais vois-tu, puis écoute, moi, je te suis dans les reconstructions. Oui. Par contre, ça prend du doigté c'est plus difficile de réinitialiser que de reconstruire. Parce que ça prend du doigté. Il faut que tu sois équilibriste, d'amener de la jeunesse tout en restant... L'exercice n'est pas simple non plus. Non, il n'est pas simple. Si les Highlanders avaient eu, je ne sais pas moi, le 8e choix, Ouais. ben là, Matthew Schaefer leur tombe dessus. OK. C'est de la chance, ça. C'est de la chance. Ce qui est difficile, c'est de réinitialiser quand tu as le 8e choix, le 10e choix, le 11e choix. Mais en Oui. général, ces affaires-là, ça ne marche pas beaucoup. Moi, je trouve Ça que marche pas beaucoup. le point positif de la loterie, c'est la parité. Fait que ça donne toutes les équipes de la Ligue nationale peuvent encore y croire au mois de décembre. Tu veux dire À à la participer aux loterie? séries. À faire les séries? Oui. Ben, à part, mettons, les pires dans l'Ouest, là, Ouais. parce qu'ils sont vraiment dans le cave. Mais...
Regarde, tant mieux pour les Islanders, mais pour moi, Schaefer, il appartenait à une équipe poche. Mais c'est sûr que pour la Ligue nationale, pour le spectacle, t'aimes mieux des équipes qui sont compétitives que d'avoir des poches Je finies. suis pas sûr, moi, Mathias. Il y a beaucoup d'études aux États-Unis qui ont prouvé que les sports professionnels, là, les grosses ligues, étaient plus populaires quand il y avait une ou deux équipes dominantes. Ah oui? Oui. Puis des équipes pourries aussi. Oui. OK. Demande-moi pas pourquoi, mais ça a été beaucoup dit que... Parce que la Ligue nationale, à l'époque, c'était pas ça. C'était pas très populaire. Colorado puis Dallas sont vraiment dominants. Là. Oui, mais c'est bon, ça, Ben Colorado. Non, mais tu sais, la Ligue nationale, dans les années 70-80, avec les Rockies, puis les Golden Seals, puis Non, mais Mathias, Barons, tu parles d'une autre t'avais équipe. des pourris, Oui, mais tu parles d'une autre équipe, une autre époque où le hockey aux États-Unis, à ce moment-là, C'est vrai. était un sport mineur en arrière du roller derby. OK. Mais si tu prends les grosses équipes, la NBA en ce moment n'est pas moins populaire parce que le Thunder d'Oklahoma City a perdu un match depuis le début de l'année. Ouais. Tu sais, c'est parce qu'on dirait que c'est soit la grosse équipe que tu haïs, Ouais. ou soit la grosse équipe que tu adores. Puis ça fait en sorte... Tandis que quand tout le monde... Dans la NFL, là, ils ont voulu la parité. Il y a bien des saisons, là, des équipes rentraient dans les séries avec 7 victoires, 9 défaites. C'est pas populaire, ça. Les gens aimaient ça, haïr ou aimer les Patriots. OK. Ouais. OK. Intéressant. William Bélan. Simon, tu nous as dit qu'à Montréal, il nous manquait une année de repêchage pour qu'on soit vraiment prétendant à une future coupe. Est-ce que le Canadien pourrait faire encore un échange de style Mailloux contre Bolduc avec David Reinbacher pour aller chercher un vrai deuxième centre pour combler l'année de repêchage qui nous manque? On abandonne vite sur Reinbacher. Bien, c'est que ce qui arrive, c'est que encore là, tu bouches un trou en quelque part pour en créer un autre. Ben oui. Moi, je pense que quand tu fais ça, il faut que tu échanges du surplus. Ou des joueurs que les autres équipes perçoivent comme meilleurs que toi, tu les perçois. Dans le cas de Mailloux, Saint-Louis percevait Mailloux comme meilleur que le Canadien le percevait. Alors, à ce moment-là, tu fais un échange comme ça. Mais mettons, tu échanges un Reinbacher puis tu vas chercher, mettons, l'année passée. On va dire l'année passée. Ouais. Mettons, tu vas chercher un Dylan Cousins. OK, je l'aime beaucoup, Dylan Cousins. Il est très bon à Ottawa, très bon deuxième centre. Mais là, tu maganes ton futur top 4. Là. C'est important, un top 4 de défenseur. Fait que moi, je pense que quand tu fais ça, il faut que tu aies du surplus. En ce moment, le CH n'a pas vraiment de surplus. Mais, tu vois, quand tu dis est-ce qu'il manque un repêchage, le résultat de ton repêchage de 2025... Oui, il pourrait être... Oui, parce que Zarovski... Et Dobson, Oui. Oui. c'est un gros repêchage, là. Ben, en bout de ligne, oui. Alors... Zarovski, là, si c'est à refaire, là, il est tôt, on va le refaire à chaque année, mais il serait peut-être dans ton top 10 aujourd'hui. Ah, dans le mien, oui. Fait que, tu sais, Dans c'est le mien, comme oui. s'ils avaient... Il était 17. Puis la seule raison pour laquelle il était 17, c'est la difficulté d'évaluer un joueur de la Ligue junior russe. Fait que c'est un peu comme si le Canadien avait coulé l'an dernier tout en faisant les séries. Un peu. Mais ça n'arrive pas tout le temps à chaque année. Mais dans Après le cas... avoir donné tes 2 choix de premier tour pour aller chercher Dobson, c'est quand même malade. Oui. Ah non, Ouais. je suis d'accord avec toi. OK. Mais pour le moment, Reinbacher, comme je t'ai dit, si tu l'échanges, tu crées un trou. Ah oui. Ouais. Normand Clature. C'est-tu Ça, c'est un jeu de mots, ça. Très fort. C'est un jeu de mots, ça. Bravo. Bravo, Normand Clature. Très fort. C'est fait de jouer. Oui. Ouais, c'est comme ILP à l'époque avec Evelyne. Wow. OK. Brandon Hagel, un ancien invité au camp du CH. Simon, peux-tu nous dire comment on a pu le laisser passer? Ton avis à son année de repêchage? Ben, à son année de repêchage dans la Ligue de l'Ouest, il a été choisi en 6e ronde par Buffalo Ouais. en 2016. À ce moment-là, il avait obtenu 47 points en 72 matchs, qui, pour une année de repêchage, est acceptable. C'est assez bon pour te faire repêcher, mais certainement pas pour sortir en première ronde. Ce qui arrivait à ce moment-là, c'est que moi-même, le premier, je pense qu'on questionnait le potentiel offensif de Hagel. C'était un gars qui était extrêmement compétitif. C'était un gars que tu disais, les coachs vont l'adorer, Ouais. mais il y avait beaucoup plus un profil de joueur de soutien. Alors, à ce moment-là, moi, je pense que Hagel méritait peut-être d'être choisi en 3-4e ronde. 6e, je trouve ça loin un peu, mais je pensais jamais qu'il deviendrait le joueur offensif qu'il est devenu. Et là, Buffalo ne le signe pas. Non. Laisse aller. Oui. Canadien l'invite à son tournoi des recrues. Oui. L'aime bien. Oui. Puis disait, hey, sais-tu quoi? Retourne dans les rangs juniors, on te surveille de près.
Et là, il connaît un début de saison fantastique dans les rangs juniors. Canadien surveille de près. Blackhawks de Chicago. Whoop, boum, contrat. Et les Blackhawks, dans un élan de reconstruction vraiment maladive, l'échange, alors qu'il y avait quoi, 21? Comme ils ont fait avec Kirby Dach, comme ils ont fait avec DeBrincat. Je pense, 22-23. 22-23 ans. Maximum. Dach, Hagel et DeBrincat ont été échangés. C'est là qu'on a vu que les Blackhawks, là, ils ne discriminaient pas. Là. Ils gardaient même plus leurs jeunes joueurs. Ils voulaient vraiment recommencer à zéro. Mais le Canadien. Ils ont tenu 2 choix de Tampa. Je pense qu'il y en a un qui a donné Marek Vanacker, encore à avoir, et l'autre, je pense que c'est Oliver Moore. Mais le Canadien était surpris par cette offre de contrat-là. Ah oui? Puis ce joueur-là, c'est rare qu'on fait ça, là, donner un contrat à un gars d'un rang junior. Mais moi, j'en reviens à ça, puis c'est pas une question... Là, on fait du révisionniste, puis c'est pas une question de blâmer le Canadien, puis Dieu sait que j'ai blâmé le Canadien à cette époque-là. Pas pire. Mais on y pense une fois. Je pense en général. T'as 50 contrats. Des fois, t'en as 43, 44, 46, 47. Il te reste de la place. Ouais. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'à un moment donné, on va signer un joueur de la Ligue américaine à 2 volets, alors que tu sais qu'il n'y a pratiquement aucune chance de jouer à Montréal, à moins qu'il y ait une hécatombe de blessés. Mais on va être parcimonieux pour des jeunes joueurs qu'on aime, qui jouent bien. Puis pourquoi pas risquer le contrat sur ce gars-là? On l'aimait peut-être pas assez. Probablement pas. L'as-tu remarqué à ce moment-là? J'avais pas regardé le non, mais savais-tu que, hey, wow, le Canadien a invité Brandon Hagel à son tournoi? Non. Alors, what a move! C'est pour ça que je blâme pas. Ouais. Sauf que ça dépend à quel degré tu l'aimes. C'est ça. Mais si tu l'aimes, tu dis, hey, il va prendre une chance. Hey, J'ai 50 Il ne devait contrats. pas l'adorer, il devait l'aimer. Mais pas l'adorer. L'agent d'Eagle, penses-tu qu'il a rappelé le Canadien en mode, hey, j'ai un offre de Blackhawks, en faites-vous une, vous aussi? Ou... Peut-être. Ça aurait été un peu sournois quand même. Ça a été sournois. Parce que, tu sais, quand un gars comme ça est libre, comme l'air, à 20 ans, dans tu prends le contrat, là. Regarde, n'importe qui peut le signer. Ouais. Puis la majorité de ces gars-là, honnêtement, il y en a à chaque année, ça aboutit pas à grand-chose. Non. Fait que, tu sais, Brandon Hagel, c'est toujours l'exception qu'on va aller piger pour blâmer les dirigeants de ne pas avoir signé. Mais en général, ces signatures-là, ça donne pas. Puis en même temps, on le sait pas. Peut-être que l'agent a appelé le Canadien, puis le Canadien a dit, garde, good for him. Il y a quelques années, Calgary avait signé Dryden Hunt à 20 ans comme ça. Il y avait éclos et tout. C'est Dryden Hunt, là. Bon, c'est ça. Tu sais, tantôt, tu me mentionnais la reconstruction maladive des Blackhawks. Puis là, les 3 joueurs qui ont échangé, c'est Dach, Hagel, puis l'autre... DeBrincat. Avec ces 3 joueurs-là, il aurait quand même fini dans le fond, non? Puis on laissait aller Dylan Strome aussi. Oui, qui est un petit peu plus vieux. Regarde, eux autres... Il serait beaucoup meilleur aujourd'hui, en plus, avec tout ce monde-là. Oui, mais ça, à un moment donné, il y a le mix. Ça aurait-tu marché? Est-ce que DeBrincat serait resté? Il devenait agent libre. Sûrement pas. Pas sûr. Est-ce que Dach serait blessé? Parce que là, il a joué à Montréal, il était blessé, mais est-ce qu'il aurait été blessé à Chicago? On ne sait pas, c'est pas les mêmes matchs. Chicago, il n'aurait pas été blessé. Ben non, mais c'est ça. Il aurait joué avec Tenordi. À moins que Tenordi le frappe dans sa propre équipe. Ça, c'est très bon pour difficile à dire. C'est un petit peu comme si on te disait, si le Canadien garde Toffoli, Lekonen, puis Brett Kulak maintenant. Kulak, il y a eu Hudson. Mais garde. Il n'y a pas Nazar, c'est vrai. Tu sais, c'est difficile de... Non, mais pour le Canadien... Tu sais, ça serait facile de dire aujourd'hui, hey, ça manque de secondary scoring. Toffoli, Lekonen, ils sont bons. Et puis Toffoli, oui, mais là, regarde, Lekonen, oui, mais il a donné Justin Barry. Oui, mais là, on a eu Carey. Tu sais, à un moment donné, ça finit plus. C'est sûr. Ça finit plus. Tu prends une décision, tu vides ton club ou tu le vides pas. C'est vrai. Mais merci, Normand Clature. C'est très bon. Philippe Lebel. Bonjour, messieurs. 2025-2026 est l'année d'éclosion de Bédard, Carlson et Will Smith. Que se passe-t-il avec Fantilli? Pourquoi ne produit-il pas à autant que les 3 autres? Ce top 4 était pourtant considéré comme excellent. Il ne connaît pas une mauvaise saison, mais je me demande ce qui explique la différence. C'était pas mon préféré, moi. Ben, voilà. Mathias, tu viens de répondre. C'est que Fantilli, c'est un bon joueur, mais les 3 gars que tu as mentionnés sont carrément meilleurs que lui. Ben, moi, je prenais Carlson et Bédard avant lui, mais pas Will Smith. OK. Mais en ce moment... On le voit, c'est des gars qui se destinent à être meilleurs que Fantilli. Mais l'année passée, il était bon. L'année passée, il était bon, Fantilli. Oui, il était bien. Oui, Will Smith est avec Celebrini aussi. Hein. Ça nuit pas.
Carlson est bien épaulé aussi. Ouais, Mais Carlson, mais Carlson, c'est la locomotive. c'est la locomotive. C'est Puis ça. à Columbus, il n'y a pas de temps. Columbus, ils sont jamais vraiment sur la coche. C'est un drôle d'équipe. Puis c'est qu'à chaque année, ils changent de direction. Dans le sens de direction, pas les dirigeants, mais ils changent de direction. Tu sais, c'est quoi leur identité? C'est une jeune équipe? C'est une équipe de vétérans? Ils signent Sean Monahan, ils vont chercher Charlie Coyle. Il n'y a pas beaucoup de wagons. Je ne sais pas. Non. Ouais. Xavier Roy. Je me demandais l'évaluation du Snake sur Roman Kantserov. Je sais qu'il jouait en KHL et que c'est un petit allié, mais il a des statistiques ahurissantes pour un joueur de 21 ans dans cette ligue. Il s'enligne pour avoir une meilleure saison que Panarin et Kaprizov ont eu avant leur arrivée dans la LNH. Oui, en date d'aujourd'hui, 34 matchs, 22 buts, 17 passes. Il y a 21 ans, un joueur de 5 pieds 9. Regarde, je vais te dire un petit peu ce que j'ai dit pour Tiplakov, qui est arrivé aux Islanders cette année, un peu plus vieux cependant. Regarde, ça demeure des gars qui n'ont jamais fait leur preuve en Amérique du Nord, premièrement. Ça demeure des petits joueurs. Est-ce que c'est des gars qui sont tellement talentueux que le gabarit va devenir secondaire? Quel âge? Il a 21 quand même. Il n'est Ça pas se fait. vieux. Il n'est pas vieux. Super. Regarde là-dessus, si tu es dans un pool, Xavier, écoute, puis que tu es capable d'en garder beaucoup, prends une c'est chance, vraiment- on ne sait jamais, mais c'est vraiment un billet de l'auto. Il est peut-être dans un pôle de la KHL aussi. Ce serait avantageux. Frédéric Roy. Snake, dans ton podcast en anglais, tu as mentionné que la seule chose qui t'inquiétait chez les Sharks était qu'ils n'avaient pas de véritable défenseur numéro 1. Tu as même fait un parallèle avec les Blackhawks de Chicago en disant que, bien que ce n'était pas nécessairement ton préféré, il fait compter sur Artyom Levchunov comme possible défenseur numéro 1. Si je me souviens bien, tu avais Sam Dickinson bien plus haut sur ta liste de repêchage. De plus, les deux joueurs se retrouvent dans une situation similaire, c'est-à-dire au sein d'une équipe en reconstruction dans laquelle ils ont le champ libre pour pouvoir jouer et se développer de façon adéquate. Est-ce que ça voudrait donc dire que Levchunov aurait dépassé Dickinson? Ça, c'est un auditeur qui écoute. Dans le sens que c'est structuré là, comme raisonnement, là, ce que j'ai dit. Puis je sais que des fois, on me remet un peu mes contradictions sur le nez, puis j'aime ça. Parce qu'il y a des fois où j'exprime mon point de vue, puis je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'exprime pas clairement dans le sens que je trouve peut-être pas la structure ou la façon de le dire. Je sais que j'ai dit, ils ont possiblement leur défenseur numéro 1 à Levchunov, puis oui, mais Sam Dickinson, je l'aime mieux, mais les Sharks, je pense que je vais le réexpliquer parce que là, j'ai eu le temps d'y penser. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que la brigade défensive des Blackhawks qui sont en train de bâtir ne nécessite pas nécessairement la présence d'un Matthew Schaefer et qu'un Levchunov pourrait faire l'affaire comme défenseur numéro 1. Tandis qu'à San Jose, il n'y a rien. Il y a un paquet de vétérans au bout du rouleau. Il y a très peu d'espoir. Il y a Cagnoni. Kamadoulin. Il y a Mukamadoulin. Tu sais, vraiment, la brigade d'espoir des Sharks à la défense est bien inférieure à celle de Chicago. Il n'y a pas de Vlasic. À San Jose, il y en avait un. Là, c'est le cousin, je pense. À Chicago. Alex. Alors, c'est plus ça que je veux dire. C'est que Levchunov comme numéro 1, bien épaulé, c'est mieux que Dickinson numéro 1, mal épaulé. Alors, d'où à San Jose, la nécessité d'aller chercher un vrai numéro 1. Ils n'ont pas gagné la loterie pour Schaefer. Est-ce qu'ils vont être capables d'aller chercher Verhoff? S'ils continuent à gagner comme ça, ils ne pourront pas l'avoir. Et je pense que tant que San Jose ne renforcera pas son top 4 à la défense, particulièrement son top 2, ils n'iront pas aussi loin qu'en tout cas que moi je l'espère. Chicago, ça va moins bien, là. Oui, c'est normal. Ça revient à la normale parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'attaque, il n'y a pas grand-chose. C'est un paquet de vétérans qui sont là en attendant que les jeunes se développent. On en a repêché une quantité industrielle. Il va en avoir qui vont être bons, il va en avoir qui sont moins. Chicago, j'ai encore mes doutes quant au plafond de cette reconstruction-là. Mais on peut dire que du côté brigade défensive, c'est quand même bien parti. Et ils ont le gardien de but, Spencer Knight. Oui, très bon. Ouais. Robert Brûlé. Salut Page comme Age et les autres. Snake dit souvent que le meilleur moment pour démarrer une reconstruction est lorsqu'une équipe est en milieu de peloton avec des joueurs ayant toujours une bonne valeur sur le marché des échanges. Donc, si tu es un directeur général d'une équipe de milieu de peloton et que tu n'es pas en reconstruction assumée, quelles conditions ton équipe doit avoir pour démarrer une reconstruction?
car une équipe a souvent des bons jeunes et des bons vétérans. Quelle équipe correspond le mieux en ce moment à ces critères? Oui, en général, tu vas faire ça quand ton équipe a encore des bons joueurs, mais qui vieillissent sans être trop vieux, mais que tu vois que leur apogée a été atteint, ou l'apogée de ton équipe a été atteinte, et que tu n'as pas une grande collection de jeunes joueurs non plus. Fait que c'est sûr que si tu es, je ne sais pas moi, t'aimes pas, ben tu reconstruis pas parce que tu es dans les tops de la ligue. Mais moi, j'ai identifié 5 équipes qui, pour moi, vont devenir des équipes tapis roulants, qui vont marcher sur un tapis roulant. J'en ai identifié 5 qui devraient carrément commencer une reconstruction parce qu'il y a encore des joueurs de valeur dans cette équipe-là. Les Kings de Los Angeles, ils ne le feront pas, mais je le mentionne. Les Canucks de Vancouver, qui vont probablement le faire. Oui. Puis les Canucks, on ne parle même plus d'une équipe de milieu de peloton, on parle d'une équipe qui s'en va assurément vers les bas-fonds, peu importe qui décide de reconstruire ou non. Les Maple Leafs de Toronto devraient reconstruire. Il est temps, là, move on, là, Matthews qui va demander 20 millions par année. Tu peux pas. Pourquoi? Ben, pas avec Trey Living. Ah, non, mais mettons. On se comprend. Ouais. Mettons, c'est toi le directeur général. Toi. Bon, OK. Ou Robert Brûlé, celui qui pose la question. C'est Robert Brûlé. Oui, il a prononcé Robert. Il a prononcé Robert. Très fort. Les Jets de Winnipeg. Regarde, ils ont des bons éléments. Non, ben, tu me disais la semaine dernière sur les Jets que ça allait bien. Là. Puis là, tu veux. En mais une semaine, tu as décidé qu'ils devaient reconstruire. Non, mais c'est une équipe de milieu de peloton, les Jets. Là. Ils ne gagneront pas la coupe avec un trio. Leur gardien est blessé, mais leur gardien en série... mais c'est une suggestion de reconstruction. Et les Rangers de New York. Tu viens de me nommer beaucoup de mauvais directeurs généraux. Hein? Non, mais nonobstant directeur gérant. Là. Moi, je te dis que c'est que, pour répondre à M. Caoutchouc, l'idée, c'est... il avait bien lu ce que je voulais dire, c'est que c'était des équipes... Tu sais, parce qu'à un moment donné, là, quand tu deviens poche naturellement, tout le monde t'attend qu'un fanal, puis si tu deviens poche naturellement, il ne te reste plus grand joueur à échanger. Tu sais? Il ne te reste plus grand joueur quand tu deviens poche. Tu sais, Vancouver, là... C'est à ta veille de devenir poche. Là. Il n'y aurait plus grand-chose à échanger. Tandis que les équipes que je n'avais... Par contre, il y a des clauses de non-mouvement. Fait que... Mais est-ce que si Toronto approchait un Austin Matthews pour l'envoyer à telle ville, peut-être qu'il le ferait. Mais là, on ne spéculera pas là-dessus. C'est simplement donner une idée du moment idéal pour moi pour commencer à reconstruire. T'as-tu remarqué là, que ça fait une couple de jeux de mots dans les noms de ceux qui posent des... Oui, c'est As-tu l'impression que le chef terroriste des jeux de mots est en train de placer des cellules dormantes sans qu'on s'en aperçoive? Imagine, c'est Yves Boisvert là, qui a ces petites... Il y a de la cellule dormante là. Oh mon Dieu. C'est beau. Michael Lemon. Je pense que c'est son vrai nom. OK. Question pour le Snake. On le sait plus, hein? On le sait plus. Question pour le Snake. Quelle est ton évaluation de Mathias Van Hanen des Silvertips de Everett? Il roule un train d'enfer. Oui, c'est un gars l'année passée qui n'a pas été repêché. Et lui, c'est un gars qui a un très, très gros QI hockey. C'est un gars de 5 pieds 10. Il est très patient avec la rondelle. Il attend toujours de faire un jeu. C'est pas le gars qui s'en débarrasse. Puis oui, il va bien en ce moment avec Everett, l'équipe de Landon Dupont et Carter Bear. Le problème d'un gars comme Van Hanen, puis je pense qu'il va être repêché cette année, mais la raison pour laquelle il n'a pas été repêché, c'est que lui, il fait partie d'une genre de catégorie particulière de joueurs pas assez bon pour un joueur qui n'a pas un physique imposant. Et ça, les équipes à un moment donné, en 5e ronde vont préférer y aller avec soit un petit joueur, mettons à la LG Mooney, qui est super talentueux, ou un gros joueur projet. Mais le gars de 5 pieds 10 qui est bon, mais pas exceptionnel, on dirait qu'automatiquement, on l'étiquette comme il ne fera pas la Ligue nationale parce que c'est pas un gars de soutien, puis c'est pas un top 6. Comme les Knudsen, finalement. Non, les Knudsen, il est rentré dans une autre catégorie. Il est rentré dans la catégorie des joueurs minuscules extrêmement talentueux. OK. Et il a été repêché d'ailleurs. Il a été repêché 62, mais il a été repêché pareil. Alors, tandis qu'un gars comme Van Hanen, c'est plus que tu le regardes puis tu te dis, OK, je lance pas vraiment un dehors, je vais me chercher un joueur de la Ligue américaine. Est-ce que c'est ça qui va devenir? Je ne sais pas, mais je fais juste expliquer le raisonnement. Ce qui est devenu Victor Mété, finalement. Oui. Oui. J'aime ça quand il dit. Ouais, ça veut dire. C'est un méchant compliment. Il fait juste ça. Ouais. C'est un méchant compliment. Mais c'est une bonne comparaison. Yarek Dutreil. Comment?
Yarek Dutreil. OK. Il n'y a pas de jeu de mots. Non, c'est bon. Tu cherches des jeux de mots dans tous les noms. Non. Je me Tu sais, méfie. tu dis Simon Boisvert. Non, mais je viens de voir Simon Boisvert. Je vois juste l'autre après, c'est Simon Lerat. Pour moi, c'est lui qui traite de rat. Non, j'adore Simon Lerat. Bon. Est-ce que 2 vedettes russes peuvent jouer ensemble dans la LNH d'aujourd'hui? Les Russes sont des différents types de joueurs. Beaucoup d'ego, beaucoup de caractère, des joueurs qui peuvent manquer d'efforts, mais qui ont la passion du hockey en même temps. Ce qui peut être déchirant pour un coach. En plus, il n'y a vraiment pas eu de vedettes russes qui ont joué ensemble à partir de 2005, mis à part Ovi et Kuznetsov pour une courte période à l'apogée de Kuznetsov. Qu'en pensez-vous? Je trouve qu'il y a beaucoup de généralité. Là, Je pense que c'est circonstanciel. Des vedettes russes, probablement, il n'y en a pas 10 000. Non. Alors, les chances qu'ils jouent dans la même équipe sont. Je pense sont pas que minces. Sergachev et Flammeau, là. Je pense pas que... Oui, il y a bien de la généralisation, mais je pense qu'à la base, la raison pour laquelle ça n'arrive pas, c'est parce que des vedettes russes, il n'y en a pas des tonnes. Pas tant que ça. Et il y a 32 équipes. Fait que ça prend un concours de circonstances pour que les deux soient en même temps. Mais moi, je pense pas que ça empêche absolument rien. C'est comme si on disait Demidov est pas vaillant, puis... En tout cas, je ne vais pas les nommer, là, mais on aurait le choix d'une couple de Québécois dans la Ligue américaine. Moi, ce qu'on m'a dit, si on veut faire une généralisation, à ce qu'on m'a dit, les joueurs russes veulent respecter le coach. Et si le coach se fait respecter, ils vont embarquer dans le train. Ouais, Michkov, ça... Mais à la base, c'est... Michkov va manquer le train. À la base, eux doivent respecter l'autorité, c'est culturel. Ouais. Moi, c'est une généralité qu'on m'a dit. Mais moi, je pense que c'est des êtres humains qui sont nés sur un territoire comme nous, on a des êtres humains. Oui. Tu sais, essaie de comparer Michkov à Demidov. Malahov à Datsyuk. Tu sais, oui, c'est sûr. Simon Lerat. Ah! Mine de rien, Quinn Hudson, le frère de Cole, a une saison recrue assez intéressante dans la AHL. Est-ce qu'il y a un chemin vers la LNH possible pour l'aîné des Hudson? Moi, je pense pas. Il va avoir 24 ans dans 3 semaines. Et puis, oui, il y a une bonne saison recrue dans la AHL, mais il n'est pas dominant. Il appartient aux Oilers d'Edmonton en passant. Bon, alors, je pense que Quinn Hudson, malheureusement pour lui, il va être la troisième roue. C'est quoi la troisième Third roue? wheel. Tu sais ce que ça veut dire, hein? Ouais. À ne plus inviter au même party Simon le Serpent et Simon le Rat. Maxime Verret. Que pensez-vous de Brendan Bowman? Il a un solide début de carrière dans la LNH avec Vegas. Oui, ça, c'est un gars qui n'a pas été repêché. Une des raisons pour laquelle il n'a pas été repêché, on en avait parlé à l'époque. La fameuse année COVID. Moi, je me suis dit, il y a des joueurs qui vont filer entre les craques du plancher. Et ça, c'en a été un. L'émission était longue, hein? Tu as dit, on en a parlé à l'époque. On en a parlé tantôt. De quoi? Des joueurs qui filent T'as de dit, on la en COVID? a parlé à l'époque. Non, mais à l'époque, moi, j'avais dit... À l'époque, moi, j'avais dit, watchez bien la saison 2020, le repêchage 2021. Il va y avoir des gars qui ne seront pas repêchés ou qui vont être repêchés. White Johnston en est un. Et Tyler Boucher, les gars de l'Ontario qui n'ont pas joué, c'était une boîte à surprise. Bowman en est une. Alors, je pense que ça va continuer ainsi. C'est un gars qui a un bon lancer. C'est un gars qui est impliqué. Je ne sais pas c'est quoi son plafond, mais il m'a beaucoup impressionné avec les Silver Knights de Henderson, avec que je regarde. Chouchou, ben oui. Oui, avec mon chouchou Je les connais par cœur. Je les connais par cœur. Et oui, mais ça, c'est une des conséquences de la saison COVID. Mathieu Viau-Renaud. Pouvez-vous nous parler du développement de Sébastien Cossa, ex-choix de première ronde? Il était l'avenir du Canada dans les buts. Un choix des Red Wings. Oui, les Red Wings ont choisi Cossa, justement. C'est le fameux repêchage 2021, on en parle beaucoup. Hein? Lui, par contre, avait joué 19 matchs cette année-là avec une moyenne de buts alloués de 1,57, mais encore là, une bien bizarre de saison. Un géant. Oui, un géant de 6 pieds 7. Et puis, regarde, il a joué sa première saison à 20 ans dans la East Coast League. Après ça, il a monté dans la Grand Rapids, dans la Ligue américaine. Et là, il en est à sa 3e saison. Il a une moyenne de 1,56. Pourcentage d'arrêt de 943. Ça va bien. Il ne le maintiendra pas. Garde, on est patient. Gardien de but de 23 ans. Patient pendant que John Gibson est un désastre. Je ne sais pas pourquoi. Là, ça serait le temps. Là. Et on a également Trey Augustine à Détroit qui a été repêché. Je ne sais pas si dans la hiérarchie, je pense qu'il est en arrière de Cossa. Mais vois-tu, les Oilers d'Edmonton, c'était lui qui visait. Et quand il a vu qu'il a été pris, c'est là qu'ils ont décidé d'échanger leur choix parce qu'ils ne voulaient pas de Wallstead. Alors, Wallstead également, qui a un début de carrière
très Fumant. intéressant Ouais. au Minnesota. Garde, les gardiens de but, on le dit toujours, sorcellerie, mais Cossa, c'est quand même un gars qui est en train D'émerger. c'est un gars qui a bien progressé, c'est un gars qui fait ses classes, comme tout gardien doit le faire. Puis je pense qu'éventuellement, il va devenir un gardien de la Ligue nationale. Est-ce qu'il va être un numéro 1? Est-ce qu'il va être dominant? Est-ce qu'il va être un numéro 2? Je ne sais pas. Mais je pense qu'éventuellement, ça va être un bon gardien de la LNH. Yannick Caron. Bien que le Snake vante Zarovski, la banque d'espoir semble plus faible depuis l'arrivée de Demidov, alors qu'il manque encore des morceaux aux Canadiens. Si c'était possible, reviendriez-vous en arrière pour annuler l'échange de Dobson et ainsi récupérer les 2 choix de première ronde l'an passé? Oui. Ben moi, je dis non. Je vais te dire pourquoi. Parce que ils ont eu Zarovski. Puis en plus, c'est que Dobson, là, les chances de mettre la main sur un Dobson à 15 et 16, là, sont faibles. Ben oui. Regarde, admettons, moi, je garde les 2 choix. Moi, mes choix, c'est Zarovski puis Eklund. Victor Eklund, que les Islanders ont choisi d'ailleurs. Alors moi, c'est sûr que si je me retrouve avec Dobson et pas Zarovski, avec le temps de 4e choix, Ouais. j'y pense un petit peu plus. J'ai-tu fait de la bonne affaire? Mais là, ils ont Zarovski. J'ai l'impression- Alors, il y a eu le ouais. meilleur des 2 mondes. J'ai l'impression qu'à Montréal, on est dur envers Dobson. Il en donne tellement, puis on cherche ses défauts. Il est tellement utile. Je sais qu'il a ralenti Non, un peu mais dernièrement. tout mais- gars qui joue énormément de minutes va se faire tomber sur la Ben tomate oui. parce qu'il s'expose. Ben oui. Bon, il y en a d'autres qui sont frustrés peut-être du fait qu'il mesure 6 pieds 4 et puis c'est pas un... c'est pas un gorille qui Ouais. frappe tout le monde. Il y a peut-être ça. Pietrangelo n'était pas un gorille Non, qui il l'était frappait pas. tout le monde mais non plus. mais là. ces gars-là, quand tu joues 23, 24, 25 minutes, oui. tu t'exposes à être C'est critiqué. sûr. Sébastien Houd. Qui l'eût cru? Les Panthers sont bons derniers dans l'Est. Imaginez 2 secondes s'ils remportent la loterie Gavin McKenna. Juste comme ça, ils pourraient déjà se remettre à rêver à 2 ou 3 coupes Stanley sans même forcer. Ben, Absolument Sébastien, Panthers de la Floride? Oui, Il n'a pas lu ma chronique, hein? C'est ça. Tu liras l'article de Mathias la semaine dernière. Les Panthers ont échangé leur premier choix 2026 aux Blackhawks de Chicago dans l'échange de Seth Jones et le choix est non protégé. Puis l'échange est bon pour Seth Jones. C'est correct. Il aurait probablement pas gagné la coupe Ouais. sans lui. Mais écoute, protège-le. Sérieux, là. Penses-tu vraiment que si tu le protèges, top 10, que Chicago dit non? Non. Ils voulaient se débarrasser de Jones, là, en plus. Probablement. Fait que là, ils ont Spencer Knight, puis un premier choix, qui ne sera peut-être pas Gavin McKenna. Non. Ils sont pas exactement derniers. Là. Il y a Buffalo en arrière d'eux. Juste, Buffalo, petite tu peux précision. compter sur Buffalo pour être derrière eux. Ouais. Antoine Cardinal. Salut Simon. Avant de poser ma question, je veux seulement préciser que je ne fais pas partie du groupe de personnes qui voient Oliver Kapanen comme le prochaine merveille ou une pièce maîtresse pour l'avenir du CH. Alors, Antoine, tu es déjà très haut dans mon estime. Cependant, Non, si- merveille, là, faut se calmer. Là. Cependant, si tu te places dans la peau des dirigeants de l'équipe nationale de la Finlande, est-ce que Kapanen aurait des chances de se tailler un poste de 4e ou de réserviste pour les Olympiques? Je veux dire, honnêtement, il n'y a pas d'alignement préliminaire qui est sorti, Non. je crois. C'est très, très dur à dire la profondeur de la Finlande en ce moment. Tu le prends avant Kotkaniemi, ça, c'est sûr. Ben, c'est ça. Regarde, il y a bien des matchs contre l'Italie, la Norvège, le Brésil, le Maroc. Alors, le c'est Maroc sûr. a une équipe. Ben non, mais Fais tu sais, attention à nos non, mais auditeurs, non, marocains. c'est pas ça. Mais c'est que, je veux dire, il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de pays faibles au hockey contre lesquels Kapanen pourrait cartonner. Et là, ça va donner du jus Hey, à d'ailleurs, ses fans. Oui. si on a nos auditeurs maghrébins, marocains, est-ce qu'il y a des arénas au Maroc? Ah, Je suis allé à Marrakech en passant, dans une autre vie. T'en avais vu une? Non, T'en as mais vu j'ai un? jamais aussi bien mangé de ma vie. OK. Depuis ce temps-là, là, je me fais des tagines. Là. Mais c'est vrai, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui viennent de pays Où il fait chaud. oui, où il fait chaud et qui, en apparence, ne jouent pas au hockey, dites-nous s'il y a au moins un aréna Ouais, ou 2 ouais. arénas de pays, parce que j'avais lu dernièrement qu'il y avait un pays où il y avait un aréna, et je me souviens pas lequel, mais c'était... La mâchoire m'a tombé. En Inde. Quelque chose de... Il doit y avoir des arénas en Écoute, Inde. là. on veut le savoir. Donc, on est curieux. selon Google, oui, le Maroc a des arénas Ah! et construit de nouvelles infrastructures sportives, notamment des salles omnisports et des patinoires. Bon. C'est intéressant. On peut En aller fait, voir aux les Jeux Olympiques auditeurs, un jour. Ouais. parlez-nous. Moi, ça m'intéresse. Et ils disent que c'est la future plus grande patinoire d'Afrique
qui va être construit à Rabat. À Rabat? Wow! OK. Intéressant. À Rabat ou à Rabais? Hey, aujourd'hui, c'est pas fort. Pas pire. Non, pas vraiment. On termine avec Gabriel Quentin. Simon, que penses-tu du développement d'Anton Silayev? Peut-on espérer mieux de sa part du côté offensif? Anton Silayev, moi, je l'avais classé, je crois, 21 ou 22, pour la bonne simple raison que je voyais en lui un défenseur strictement défensif. C'est bien correct, mais quand tu repêches top 10, tu essaies d'aller chercher des joueurs qui ont un petit peu plus d'impact offensivement. Et je pense que Silayev se développe exactement comme prévu, c'est-à-dire un défenseur défensif. Alors, si jamais, Gabriel, tu l'as dans ton pool, dépêche-toi de l'échanger. Il y en a qui pourraient peut-être mordre dans l'hameçon étant donné son rang de sélection, mais non. Anton Silayev, surtout au New Jersey, qui ont déjà Luke Hughes, ils ont Dougie Hamilton, ils ont Nemetz qui est capable de générer de l'attaque. Ouais. Je pense que Silayev, ça va être un joueur défensif. Est-ce qu'il va devenir un prochain Zadorov? Ça va être un troisième défenseur. Peut-être. À Vancouver. Oui, échanger contre Quinn Hughes. Ils sont capables Ils sont capables de le faire. Ouais. Alors, regarde, rien contre Silayev, mais c'est sûr que du côté offensif, je ne m'attends pas à grand-chose. Bon. Hey, faut parler de Bryce Pickford la semaine prochaine. On a oublié. Ben oui. On a plein de questions sur lui. Oui. Et la semaine prochaine, on va avoir les gagnants de notre tirage. Qui vont en être studio. En studio, puis ça va être la dernière de la saison avant 2026. Oui, et après ça, pour ceux qui se le demandent, on revient mardi le 6 janvier. Donc, on enregistre lundi le 5 janvier, juste avant la finale du championnat mondial junior. Ooh. Good. Bye, Pag. Mais la semaine prochaine, il y a un épisode, le 15. C'est pas fini encore. Ben oui. Good.